fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios partenaires et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans le forum de ce soir. L'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez habituellement. La démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques est notre thème de ce soir. Le 15 septembre de chaque année est célébrée la journée internationale de la démocratie. Une journée commémorant la Déclaration universelle sur la démocratie adoptée le 15 septembre 1997 par l'Union interparlementaire. Au Niger, l'avènement de la démocratie fut marqué par l'organisation de la Conférence nationale souveraine dont les travaux ont été officiellement lancés le 29 juillet 1991 à Niamey. Comme on le verra plus en détail au cours de ce forum, la démocratie est un système politique dans lequel les citoyens sont les vrais détenteurs de la souveraineté. Ainsi, la Constitution du 25 novembre 2010 proclame dès son préambule « Nous, peuple nigérien souverain, exprimons notre profond attachement au principe de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi qu'aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger. Fin de citation. Quelles sont les grandes valeurs de la démocratie et les bonnes pratiques à promouvoir en vue de son bon enracinement au Niger? Quelle doit être la contribution de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de ces pratiques? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Mohamed Bachar. Il est juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Elhaji Idi Abdou, acteur de la société civile, et Abdoulaye Seydou, également acteur de la société civile. Il est le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Par ailleurs, il est le coordonnateur du mouvement M62. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum du studio Kalangu de ce soir dont le thème est la démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques. Au Niger, le concept de la démocratie est enseigné en philosophie à partir de la classe de terminale. Par rapport à sa signification et son importance, suivant cet éclairage de Lawali Abdoulimam, philosophe de formation et inspecteur pédagogique de philosophie à l'inspection pédagogique régionale de Niamey. Il est joint au téléphone par le studio Kalangu. La démocratie est généralement définie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est vraiment le gouvernement où la souveraineté appartient au peuple. Ça veut dire que normalement, c'est le gouvernement qui fait de la collectivité entière l'assise du pouvoir politique. Et quelle est l'importance de cette démocratie? Il y a plusieurs raisons en fait qui montrent la légitimité de la démocratie et donc qui montrent son importance. La première, c'est que seule la démocratie instaure vraiment les conditions institutionnelles de la libre participation de tous les citoyens à la vie politique. Étant donné que l'assise du pouvoir est le peuple, donc ici, tous ceux qui ont le statut de citoyen
peuvent participer à l'action politique, notamment par l'expression du vote. Ils peuvent donc élire leur chef, leurs dirigeants, et ils peuvent aussi être éligibles. Vous voyez, ça c'est un avantage que d'autres régimes n'offrent pas. La monarchie, par exemple, qui repose sur l'appartenance à une famille. La famille royale. Exactement. Tous les Saoudiens ne peuvent pas être rois. Donc là, par exemple, c'est la monarchie. Ensuite, dès qu'il y a la démocratie, vous verrez tout de suite qu'il y a un pluralisme. Pluralisme, par exemple, politique. Il y a plusieurs partis politiques, dont certains de l'opposition, dont le rôle est de s'opposer ouvertement, de dénoncer, par exemple, les travers du régime. Du coup, il participe à exercer une sorte de contre-pouvoir. Dès qu'on dit démocratie, il y a aussi, par exemple, pluralisme d'expression. Par exemple, vous allez voir, il n'y a pas qu'un seul journal, il n'y a pas qu'une seule voix, mais plusieurs. Vous allez voir beaucoup de journaux dans l'ère démocratique. Vous pouvez le remarquer sur l'exemple du Niger. Beaucoup d'affaires qui ont été dénoncées ou qui n'ont été sues que grâce à la dénonciation de journaux. Vous voyez. Vous avez également, par exemple, la société civile qui joue un rôle important de contre-pouvoir. La société civile, dont le rôle n'est pas, par exemple, de chercher le pouvoir, mais qui est là, qui est comme une instance de veille, notamment représentée par exemple par les syndicats, par diverses associations de droits de l'homme. Donc dès qu'il y a des travers dans ce domaine, ils montent au créneau pour pouvoir dénoncer. Donc dans un régime démocratique, normalement n'importe quoi n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il y a des instances de veille qui permettent en fait de déréguler. Cela est extrêmement important parce qu'il participe donc de l'équilibre du pouvoir. La démocratie aussi défend des valeurs universelles telles que la liberté, telles que l'égalité, qui sont des valeurs universelles, c'est-à-dire auxquelles tout individu, voire chaque peuple a droit. Et même si les textes disent que nous sommes un état de droit, il faut une lutte permanente, perpétuelle, afin de pouvoir donc consolider ces acquis et d'atteindre les idéaux. Mohamed Bachar, juriste, il a eu à expliquer la définition de la démocratie. C'est cette célèbre formule d'Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, formule selon laquelle la démocratie veut dire gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la souveraineté est au peuple. Mais est-ce que cette démocratie profite réellement au peuple? Merci Michel pour cette opportunité que vous nous offrez pour opiner sur cette question essentielle de la démocratie. Si vous partez à partir des écrits de Montesquieu, donc Esprit des lois, et vous croisez avec Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social, vous allez voir que la substance en fait, de la démocratie, c'est en fait un idéal. Un idéal qui ne peut être, disons, atteint que par la détermination du peuple lui-même. C'est-à-dire, il dit, pour un peu paraphraser, je vais chercher si dans l'ordre civil, il y a quelques règles d'administration légitimes et sûres en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai dans cette recherche d'allier ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Fin de citation. Donc quand vous analysez cette entrée de matière, vous voyez bien que c'est un idéal. Mais cet idéal-là, il est encadré par deux choses. La première, c'est l'aspect corpus, donc qui est textuel, donc la loi. Et le deuxième, c'est l'aspect comportemental de ceux sur qui ces lois-là doivent être appliquées. Donc, de manière schématique, on sait que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais ce peuple-là, c'est lui-même qui a la charge de définir comment il souhaite vivre. Et c'est pourquoi vous avez les deux grandes formes de démocratie. Vous avez la démocratie directe et la démocratie indirecte. La démocratie directe, c'était celle qui était le plus appliquée par ce qu'on appelle les pays de l'Est, c'est-à-dire les pays de gauche qui proclamaient le communisme, le socialisme, donc où le contrôle direct des citoyens sur les institutions était effectif. Donc, il n'y a pas une barrière entre le peuple et ses dirigeants. Et le peuple a les moyens à tout le temps de pouvoir révoquer éventuellement les dirigeants lorsqu'il estime qu'ils sont en train de s'écarter de ce qu'il aura donc défini comme mission, ce qu'on appelait le centralisme démocratique quand on était dans les mouvements estudiantins. Donc, ça permet un contrôle réciproque entre les dirigeants et les dirigés. Les dirigeants contrôlent le peuple en faisant appliquer les règles sur lesquelles le peuple lui-même s'est entendu
Et de l'autre côté, le peuple a les moyens de contrôler ses dirigeants lorsque ceux-là sortent du cadre de l'intérêt général ou prendraient donc des mesures qui ne sont pas favorables à l'intérêt général. Il y a beaucoup de choses Alors à dire sur oui, la il y a beaucoup de démocratie. choses. Vrai, donc j'essaye de schématiser. Il y a une participation directe lorsque les citoyens agissent de façon directe, mais nous avons un schéma où, à travers notamment le Parlement, les députés votent les lois. Oui, la deuxième au nom des citoyens principe, qui les élisent, voilà, puisque tous les le citoyens ne principe, peuvent pas être consultés si ce n'est bien pas sûr, référendum. C'est ça le deuxième principe. C'est le deuxième Et principe. le deuxième principe, c'est la démocratie indirecte. Donc celle-là qui est exercée à travers les représentants élus. Et c'est ce que notre Constitution dit. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus ou par voie de référendum. C'est l'article 4 de la Constitution. Et donc, à partir de cet instant-là, nous, pour ce qui concerne le Niger, on a opté pour ce qu'on appelle le système semi-présidentiel, qui fait que le Parlement régente ou en tout cas fabrique, si je peux le dire entre guillemets, le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement est issu de la majorité à l'Assemblée nationale et par conséquent, il est responsable devant elle. Et c'est pourquoi dans notre Constitution, il est dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dispose de l'administration et des forces armées. Donc de ce point de vue-là, le Parlement qui a régenté le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et le Parlement, par essence, c'est le représentant du peuple. Donc tout mandat impératif est nul. Contrairement à ce que nous voyons où les élus se comportent comme étant des représentants de leur parti politique. Et finalement, ils font des débats partisans qui obstruent en fait une vision claire de l'intérêt général et qui ne leur permet pas de pouvoir regarder objectivement les problèmes du peuple. Merci Mohamed Bachar. On va aller très rapidement. D'abord par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai, il y a des consignes de vote. El Hadji Abdou, quel est votre avis par rapport justement à cette manière de pratiquer la démocratie que nous vivons, qui nous est aujourd'hui familière dans la pratique? Bien, merci. Je vous remercie pour cette opportunité. Mais c'est en violation de la loi. Il avait bien souligné que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire le député national doit prendre non, il n'a pas en considération à recevoir de qui que ce soit. Non. L'intérêt de l'ensemble c'est l'intérêt général qui doit guider. Mais ce n'est pas la nation qui a élu des députés, c'est des régions qui ont élu. Mais on dit qu'ils sont députés nationaux. Bien sûr. Ça veut dire que tout mandat impératif est nul. Maintenant, leur pratique est en violation de notre propre constitution. On l'avait relevé à maintes reprises. Si ce n'est pas conforme à la loi, pourquoi ça n'a jamais été, par exemple, déclaré illégal, cette manière de faire par des institutions? Qui va le déclarer illégal? Parce que normalement, on dit... Qui peut le déclarer illégal, c'est la Cour constitutionnelle et qui l'a saisi, c'est eux ou c'est le gouvernement. Et ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt du gouvernement, il n'a pas intérêt à dénoncer ce qu'ils font. Parce que, vous avez vu, c'est une majorité mécanique qui n'a rien à voir avec réellement la démocratie représentative. L'indirect, là, c'est la démocratie représentative. En réalité, c'est à l'occasion des élections, même dont l'honnêteté laisse à désirer, qu'ils parlent de représenter. Une fois élus, ils oublient le peuple. Ils deviennent un pendant du gouvernement. Or, c'est parce qu'on sait qu'un gouvernement est appelé à faire des dérives. C'est pour cela qu'on a évidemment créé le Parlement, les représentants du peuple. On dit c'est eux qui consentent l'impôt à notre nom. Bien sûr, à travers la loi. C'est eux qui votent les lois à notre nom. Donc, normalement, ils devraient écouter le peuple. Mais aujourd'hui, quand vous partez, ils vont dire que, d'abord, vous allez voir quelqu'un qui se lève et dit c'est le président du groupe et il demande à ses machins de voter dans tel sens.
Ça, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas se faire à l'Assemblée. Selon vous, c'est donc une pratique à corriger. Et là, j'ai dit, Abdou, quand on parle de la démocratie, c'est beaucoup de choses. La démocratie a des piliers. Il y a la question de la séparation des pouvoirs. Il y a la question de la libre participation de tous les citoyens à travers notamment la question de la transparence dans les élections, l'inclusivité. Ça veut dire beaucoup de choses. On parle également du respect de la souveraineté de l'État. Il y a d'autres aspects tels que le pluralisme en matière de partis politiques, donc pluralité des médias également. Quels sont les enjeux de chacun de ces piliers pour un peuple? Oui, on dit communément que la démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple exerce sa souveraineté. Mais là où le peuple n'est pas souverain, on ne peut pas parler de démocratie. Et c'est l'élément le principal, c'est la participation des citoyens dans les prises de décision. Mais ici, qui écoute les citoyens? Même ceux qui sont censés les représenter ne les écoutent pas, à plus forte raison l'exécutif. Donc, en quoi la démocratie, l'idéal démocratique, en quoi elle s'approche de la réalité? Notre idéal démocratique est très loin de la réalité démocratique. Parce que ici, les valeurs de la démocratie, vous savez, les piliers de la démocratie, ce sont les droits et les libertés. Quand vous lisez tous les baromètres internationaux à la matière, ils classent notre pays parmi les pays autoritaires. Déjà, vous avez vu la première violation. Un parlement inféodé à l'exécutif, il n'y a plus de séparation. Les pouvoirs, ils sont trois. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Bien sûr. Vous avez vu déjà, le Parlement ne se considère pas comme un pouvoir, mais il se considère comme un pendant de l'exécutif. Parce que, quelque part, l'exécutif détient le nerf de la guerre. C'est lui qui détient l'argent. La justice, c'est ça. Ici, c'est très compliqué. Vous savez, on est un pays francophone. On a hérité d'un système judiciaire structurellement qui ne garantit pas la séparation de pouvoir. Le président de la République, c'est lui... C'est ce que vous dites, mais par contre, quand on lit la Constitution, les articles 116, 117, 118 et 119, là-bas, il est dit clairement que la justice est rendue sur l'ensemble du pays au nom du peuple et dans le strict respect de la règle de droit. Et on a l'impression qu'en lisant ces parties de la Constitution, on donne plein pouvoir. On a même dit, dans cette Constitution, avant, c'était les juges sont indépendants. Dans cette constitution, on a dit que tous les magistrats sont indépendants, y compris ceux du parquet. Pour parler le langage que les gens comprennent, le procureur. Mais la réalité, l'organe qui affecte les magistrats, il est dirigé par le président de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature. Il est dirigé par le président de la République. Mais imagine, les membres sont là, le président parle. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va dire un mot? Et quand Issou est arrivé, il a délogé même le conseil pour l'amener à la présidence. Même les militaires, ils vont à la Cour suprême. Mais lui, quand il est venu, il l'a délogé pour l'amener à la présidence. Déjà, avant de rentrer, vous avez compris que c'est un terrain miné. Et un terrain méconnaissable pour vous. Donc, comment voulez-vous que les gens fassent quoi que ça soit? Et le politique, il y a même des députés dans le Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, les débats se posaient en France. Les représentants du Parlement. En France, mais quand vous venez dans l'autre pouvoir, vous avez les deux autres pouvoirs qui font injonction. En quoi vous pouvez parler de la séparation du pouvoir? Si c'est les députés et l'exécutif qui nomment, et souvent, on sait sur quelle base. Donc, ça veut dire qu'on fait chantage. Oui, ils sont indépendants. Mais on te dit, bon, voilà. Toi, tu es juge d'instruction. Tu as dit que tu es indépendant, non? On t'a dit d'aller dans ce sens, tu es parti dans l'autre. Mais dans quelques mois, on fait un CSM, ou on t'amène à la chancellerie, ou on te balance ailleurs. Donc, finalement,
le politique utilise ces CSM-là dans sa structure actuelle pour faire chantage. Merci beaucoup, El Hadji Diabdou, on vous a bien compris. Selon vous, il y a donc des failles qu'il y a lieu de corriger, s'il faut les appeler ainsi. Abdoulaye Seydou du REPAD, à votre avis, quelle appréciation globale aujourd'hui faut-il faire du parcours du Niger en termes de démocratie depuis la conférence souveraine de 1991 à nos jours? Il faut souligner qu'il y a eu quand même la première alternance démocratique avec une passation de pouvoir à deux personnalités à la tête de l'État. Il s'agit de Issoufou Mahamadou et l'actuel président Mohamed Bazoum, même si de ce point de vue également les avis sont divergents. Quelle appréciation globale vous en faites à votre niveau? Oui. Merci Michel, merci au studio Kalongo pour quand même cette opportunité de débattre d'un sujet d'une grande importance qui constitue une préoccupation au fait continue pour les organisations de la société civile que nous sommes, dont la mission fondamentale c'est vraiment de promouvoir et protéger la démocratie et l'état de droit. Aujourd'hui, quand on prend de la conférence nationale à aujourd'hui, quand même, même l'interruption des régimes dits démocratiques entre guillemets, on en a connu trois en 99, 2010 et puis et 96. Non, j'ai dit depuis la conférence nationale. Depuis la conférence 3, ça fait 3. Donc, de l'indépendance à aujourd'hui 4. Voilà, 4. Donc de la conférence nationale à aujourd'hui, ça fait quand même 3. Et cela déjà, de mon point de vue, c'est un indicateur important qui dénote un peu de la souffrance du processus démocratique. Parce que comme vous avez dit, c'est pas que Abraham qui le définit, mais c'est également l'esprit de notre loi fondamentale en son article 4 qui fait du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple l'un des principes fondamentaux de la République nigérienne, qui sont au nombre de 4. Donc le gouvernement du peuple, par le peuple, d'accord, le caractère donc république démocratique et sociale, la solidarité nationale et la séparation de l'État d'avec la religion. Voilà les 4 principes, 4 qui le dit. Les 4 principes fondamentaux de la République. Donc déjà, de ce point de vue, quand on regarde les élections au Niger, en tout cas depuis l'avènement de la démocratie, ont toujours été des moments de tension. Parce que les processus électoraux laissent à désirer d'abord la confiance entre les acteurs qui compétissent n'est pas de mise, et très souvent les citoyens ne se retrouvent pas assez souvent à travers les résultats, mais il faut aussi dire même l'éducation citoyenne, comment amener le citoyen à voter sur la base d'un certain nombre de principes et de valeurs, et sur la base des programmes. Et est-ce que les candidats eux-mêmes présentent des programmes? Est-ce qu'ils ont une vision de développement? Parce que quand on dit du gouvernement du peuple, par le peuple, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, on gouverne pour le peuple, pas pour soi. Or, mes prédécesseurs l'ont relevé qu'aujourd'hui, en tout cas, depuis l'avènement de la démocratie, à travers les différents régimes qui se sont précédés, et encore plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons le sentiment qu'on met un système où la gouvernance est faite au service de ceux qui gouvernent. Donc les citoyens, c'est eux qui sont soumis, d'accord, aux dirigeants. Donc le peuple, sa souveraineté est dévoyée. On a l'impression que les souverains, ce sont les gouvernants. Alors qu'en démocratie, on parle de redevabilité, ça veut dire que ce n'est pas une réalité, c'est ce que vous pensez? C'est loin d'être une réalité parce que ça a été dit et que, au fait, on est dans un système où même les parlementaires qui sont censés, d'accord, agir au nom du peuple, n'écoutent pas le peuple. D'abord, il est très rare qu'on ait des députés qui, de par leur propre initiative,
d'accord, initie des lois. C'est vrai que le Parlement, il faut le souligner, a également qualité pour faire des propositions de loi. Voilà. Quand c'est le gouvernement qui initie, on parle de projet de loi. Et voilà. donc, si un député trouve qu'il y a nécessité de revoir la loi, il peut faire la proposition. Voilà. C'est quelque chose de très rare. Et tout ce que le gouvernement quand même envoie, ça passe... on a vu dans ces pays, et tout récemment, les députés disent donner une suite favorable au gouvernement pour quand même l'installation des bases militaires sans pour autant eux-mêmes avoir connaissance du contenu des accords. Donc les députés n'ont même pas besoin aujourd'hui de savoir le contenu d'un texte pour l'adopter quand c'est le gouvernement qui l'envoie à l'Assemblée. C'est ça la réalité. Donc, de notre point de vue, ce sont des faits qui illustrent à quel point le peuple, sa souveraineté est dévoyée. Et donc, il lui appartiendra de se battre, d'accord, pour faire en sorte que les lois de la République soient respectées. C'est-à-dire que la souveraineté appartienne de manière effective et dans les faits, dans les actes de gouvernance au peuple. C'est cela la démocratie. Vous avez parlé également de la question de la redevabilité. Donc aujourd'hui, l'obligation pour les dirigeants de rendre compte au peuple de leur mandat. Nous avons aujourd'hui une ordonnance qui parle de l'accès des citoyens aux documents administratifs et à l'information. Aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas de mécanisme institutionnel de redevabilité fiable, mais même les lois qui permettent aux citoyens d'avoir accès à un certain nombre d'informations, de documents, dans les faits, nous avons vu même le budget, qui est l'acte le plus banal. Son accessibilité, souvent, ça cause des problèmes, y compris pour les organisations de la société civile qui travaillent. Il y a cependant cette disponibilité au moins du journal officiel à travers, qui est, on peut dire, le canal officiel de l'État en tant que personne morale pour communiquer. Le journal officiel, qui en a accès? On te parle du peuple nigérien. Le peuple nigérien, c'est les 24 millions. Le journal officiel, comment il s'appelle, est dans les carcans de la présidence, où l'accès, même pour un citoyen éveillé, est problématique, à plus forte raison d'autres qui sont dans les autres contraintes. Aujourd'hui, depuis plus d'une décennie, on nous parle de la numérisation des actes du journal officiel. Jusqu'à présent, c'est un discours pied, on n'en avance pas. Des montants même ont été débloqués. Jusque-là, aucune avancée. C'est vrai, donc c'est ça la réalité. Pour avoir accès en tout cas au journal officiel, il faut faire l'effort de se déplacer. Et notamment, il y a également la question des archives nationales. Nous avons une direction qui a en charge tout cela, mais très souvent, ça nécessite des déplacements. Mohamed Bachar, il faut rappeler que l'article 3 de la Déclaration universelle sur la démocratie, dont nous commémorons le 25e anniversaire ce jeudi 15 septembre 2022, dispose qu'en tant qu'idéal, la démocratie vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix. En tant que forme de gouvernement, la démocratie est le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs. Elle est aussi le seul système politique apte à se corriger lui-même. Convenez-vous que la démocratie est le système qui favorise le plus cette justice sociale, le développement économique et social de la collectivité, la cohésion de la société, ainsi que la question de la tranquillité nationale et la paix sociale. Oui, en principe, puisque si on regarde de par les deux pendants, c'est-à-dire le pendant institutionnel et la finalité, en ce qui concerne le pendant institutionnel, le principe de séparation du pouvoir devait permettre à toutes les institutions de contribuer à part égale à la vitalité de cette démocratie et en toute indépendance et dans la plénitude de leurs prérogatives. Tout à l'heure, Idi vous a expliqué jusqu'à quel point
cette plénitude de pouvoir n'est pas du tout effective quand on regarde le niveau d'inféodation des autres institutions au pouvoir exécutif. En principe, comme le disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps Obama, qu'en fait on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais malheureusement, dans le principe ici francophone où le centralisme politique et administratif est accru, le pouvoir exécutif régente finalement tous les autres pouvoirs et il les inféode. De sorte que même les plus intègres des fonctionnaires qui veulent véritablement travailler dans le sens de l'intérêt général avec intégrité, fermeté sur l'intérêt général, ils ne parviennent pas à faire long feu parce qu'il y a tout un mécanisme par lequel on peut arriver à les phagocyter, à les ridiculiser et à les isoler. Mais Mohamed Bachir, donc, pourquoi cela? Parce que je vais finir. Permettez-moi de finir. Oui, permettez-moi de finir puisque j'ai parlé d'un pendant. Il faut que je parle du deuxième pendant. Le premier pendant, je vous ai dit que c'est la séparation du pouvoir. Tant qu'elle n'est pas effective, cette séparation-là, la démocratie ne peut pas être viable. Parce que c'est des hommes et des femmes qui animent le pouvoir exécutif. Si tout ce qui va se faire dans le pays doit être inféodé à leur intérêt, à leur position et à leur situation, alors les autres pouvoirs n'ont que dire. Parce que les nominations elles-mêmes, elles sont entachées de ces principes partisans-là. Donc le deuxième pendant, puisque je vous ai parlé du problème de séparation du pouvoir qui n'est pas effectif, le deuxième pendant, c'est en ce qui concerne la viabilité donc des institutions elles-mêmes. Et cette viabilité-là, elle est directement liée au comportement des citoyens et à ce qui régente le processus politique lui-même. Le processus, tout à l'heure, vous avez suivi, mes deux prédécesseurs ont souligné jusqu'à quel point il est entaché, il est corrompu, il est mal compris par nos concitoyens. Et très souvent, quand les résultats sortent, les gens sont perplexes entre ce qu'ils pensaient être le résultat et ce qu'ils voient concrètement. Donc, de ce point de vue-là, si chaque fonctionnaire devait courtiser le pouvoir exécutif pour avoir la promotion qu'il fait au cours de sa carrière, il est évident qu'il sera un fonctionnaire tout aussi fantoche et inféodé parce que tout simplement, il pense que là où il est n'est pas un processus méritocratique, mais plutôt un processus de faveur. Donc, il doit être redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont amené à cette place-là. Donc, ce qui fait que les institutions, comme les citoyens, deviennent, si vous voulez, des guignols qui sont en train de jouer, à la limite, un rôle qui ne s'y est pas. Aujourd'hui, du fait de ces calculs de nomination, des intérêts, des indemnités et même de postes juteux, puisqu'on entend parler de postes juteux, les gens sont prêts à pratiquement dévoyer leur rôle, à pouvoir en fait se comporter en guignol par rapport au rôle qui est attendu d'eux. Et c'est pourquoi les citoyens sont dépassés quand ils voient certaines décisions, quand ils voient certains comportements, ils ne se sentent pas véritablement citoyens de leur propre pays. Et finalement, les gens ont comme l'impression qu'ils sont en train de devenir des sujets dans une démocratie pourtant, comment on appelle ça, état de droit, comme on l'a dit. Parce qu'il y a non seulement une autocratie qui s'est créée au sein donc, des partis politiques, mais il y a une tendance vraiment à ériger les pays en royaume. Parce que de plus en plus, les successions de père en fils sont aujourd'hui promues au vu aussi de tous les citoyens. Vous faites les népotismes, tout ça, là, tout tourne autour du leader. Parce que tout simplement, le pays est comme une propriété privée. Alors que c'est des militants avec lesquels vous avez cheminé pendant 20 ans, 30 ans, en train de parler des mêmes principes et règles. Mais une fois qu'ils ont les moyens justement de gérer ces règles-là, vous voyez qu'ils les détournent à leur fin. Et seulement à leur fin, et finalement, les citoyens se trouvent pantois. Et ces interdictions de manifestations et autres entrent dans ce cadre-là. Parce que, non, je vous donne un exemple précis, puisque vous parlez de conditions d'existence qu'il faut améliorer, puisque c'est ça la finalité de la démocratie. Ce n'est pas tous ces bruits-là que nous faisons.
tous ces débats-là que nous faisons, la finalité, c'est de parvenir à un mieux-être et que vous vous sentiez vraiment à l'aise dans votre propre pays et que vous vous sentiez égal à n'importe quel autre citoyen comme vous. Quand vous avez des mérites, qu'on vous les reconnaisse et quand vous faites des fautes, qu'on vous sanctionne. C'est ça que les gens attendent. Mais malheureusement, vous voyez, maintenant, ça fait 10 ans qu'on a le pétrole dans ces pays-là. On dit que le Niger est un pays producteur du pétrole. Mais est-ce que vous sentez que nous avons du pétrole dans ces pays-là? Et pourquoi on ne peut pas nous expliquer ce qu'on fait de notre pétrole et qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'amélioration de nos conditions d'existence? La démocratie demande donc beaucoup de choses. La question de la bonne gouvernance, l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Ça veut dire qu'ils sont au même pied d'égalité, même traitement. Très souvent, certains se plaignent que ce n'est pas le cas. Elhadji Abdou, quelles sont les autres pratiques à promouvoir pour un meilleur enracinement de cette démocratie au Niger? L'article que vous avez cité là, pour qu'il soit effectif, il faut un état de droit. Dans notre pays aujourd'hui, l'état de droit est précaire. Pourtant, l'article 8 de la Constitution dit que la République du Niger est un Laisse état de cette droit. constitution-là. Mais ce n'est pas la Constitution qui a banni le népotisme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au Niger? Ce n'est pas le népotisme. Les gens font la promotion de leurs enfants au vu et au su de tout le monde. C'est du népotisme. La Constitution la banni. Ces gens-là, ils s'en foutent de la Constitution. L'esprit des clans. Oui. Tout ce qui est banni dans la Constitution, c'est ça qu'il faut. Donc, il faut laisser ça là. Mais regarde, le Parlement et l'exécutif, ils ont le même pouvoir par rapport aux lois. C'est pour cela qu'on parle de propositions et de projets. Mais vous savez, à un moment, les gens disent que mais les députés ne font pas la loi. Tu sais pourquoi ils ne font pas la loi? Quand ils font la proposition, ils l'envoient au gouvernement pour un avis. Dès que le gouvernement met un avis négatif, automatiquement, la majorité, elle dit donc ils ne vont pas voter. Systématiquement. Dès que c'est un avis. Dès qu'il donne un avis, la dernière, c'est cette loi sur le droit à l'alimentation. Tout le monde pensait que, quand même, ça, c'est le minimum que le Parlement peut faire. Mais c'est dû à quoi, Elhadji Abdou? Dès que le gouvernement, c'est parce que le Parlement est inféodé à l'exécutif. Il n'est pas là pour le peuple. Pourtant, le député a son salaire, qu'il vote la loi ou pas. Ces députés-là, il faut les laisser. C'est juste, ça devient un décor. Sinon, dans les faits, ils ne servent à rien, les députés, pour le peuple. C'est juste un décor de la démocratie, entre guillemets. Merci beaucoup. Rappelons qu'en 2021, le Niger a occupé le 125e place sur 167 pays classés au plan mondial et la 31e place sur 50 pays classés au plan africain en termes d'indice de démocratie, un classement qui s'était basé sur des indicateurs de l'année 2020, soit peu avant les élections générales. Abdoulaye Seydou, quel est aujourd'hui votre rôle en tant qu'organisation de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de la démocratie au Niger? Merci. Au niveau de notre organisation, le REPAD, nous avons 4 axes d'intervention, dont les 2 axes sont relatifs à la bonne gouvernance, à la démocratie et à la participation des citoyens donc, dans la définition des politiques publiques. Et à cet égard, au-delà de l'éducation citoyenne, sur les questions des droits humains, de démocratie, donc la promotion, la vulgarisation des instruments, nous créons également des espaces de dialogue et de débat, et même des espaces de redevabilité entre les gouvernants et les citoyens autour de la conduite des politiques publiques. Mieux, aujourd'hui, nous avons en tout cas mis en place un mécanisme
au niveau de notre organisation qui s'appelle le Présimètre. Le Présimètre qui est un outil de monitoring citoyen, donc des politiques publiques et plus particulièrement des engagements du président de la République sur 5 axes prioritaires. Donc à travers ces dispositifs, nous faisons chaque 45 jours des enquêtes de sondage sur l'ensemble du territoire national autour d'un certain nombre de politiques publiques et nous produisons des rapports et engageons des débats entre les citoyens et les décideurs autour de ces questions. Et au-delà de ça, nous avons également mis en place avec une quarantaine d'organisations de la société civile le prix de la société civile donc pour la redevabilité sociale. Merci beaucoup, Mohamed Bachar, juriste. Quelle doit être alors cette contribution de la société civile dans le cadre de la promotion de la démocratie au Niger? Je pense que les organisations de la société civile, en tant que groupe de pression et contre-pouvoir, pas contre le pouvoir, mais contre-pouvoir, apportent beaucoup par rapport à la vulgarisation des principes démocratiques et par rapport à la conscientisation des citoyens, malgré en fait les comportements maladifs de certains à vouloir restreindre coûte que coûte l'espace civique et civil pour pouvoir imposer leurs règles aux autres et transformer les citoyens en simples sujets qui doivent impérativement accepter tout ce qui est décidé par les autres. Les organisations de la société civile donc jouent ce rôle de contre-pouvoir-là et ils continuent à les jouer avec beaucoup de détermination. Je salue beaucoup de camarades qui, 30 ans durant, sont restés pratiquement les mêmes. Jusque-là, par rapport à certains principes et règles, nous sommes on les voit. Par contre, il y a un certain nombre d'améliorations à apporter au niveau de certains comportements de certains acteurs, puisque nous sommes dans une société. De la même manière que vous voyez la société, la société politique ou l'administration pourrie, corrompue, il y en a aussi au sein de la société civile. Et c'est cette tendance-là à s'inféoder à d'autres types de pouvoirs pour gagner, pour avoir des gains personnels, individuels, dans l'action que les organisations... Ça veut dire qu'en tant qu'acteur de la société civile, vous convenez qu'il y a des gens qui sont à la solde d'autres personnes? Non, il y a une éthique, oui, il y a quand même des comportements non éthiques. Rien que la désignation de représentants des organisations de la société civile dans les institutions, c'est des processus dévoyés où pratiquement un seul individu peut venir avec 17 arrêtés et puis il fait passer quelqu'un comme représentant de la société civile, quelqu'un qui, ni par la formation, ni par l'engagement, ni par même l'objet de son organisation, n'est pas conforme en fait à l'institution dans laquelle il est censé siéger. Donc, quel est l'apport qu'il peut apporter au sein de cette institution? Merci beaucoup. Elhaji Abdou, quelles sont aujourd'hui vos attentes en tant qu'acteur de la société civile nigérienne en vue d'une amélioration de cette contribution de la société civile dans en fait, le renforcement de la démocratie? La contribution de la société civile est plus que jamais nécessaire dans un pays où le gouvernant devient le souverain. Dans un pays caractérisé par l'impunité. Il n'y a que la société civile qui peut jouer le contre-pouvoir. Mais ça a été dit, c'est que la société civile a la particularité de ne pas chercher à conquérir le pouvoir. Il y a des aspects négatifs. Ça fait partie des critères. Mais aujourd'hui, est-ce que la société civile est réellement, pleinement consciente? Oui, la société civile est bien consciente. Il y a des brebis galeuses qui utilisent ça à d'autres fins. C'est très facile de les cerner et ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Ils ne peuvent pas continuer à tromper les gens. Ils ne trompent personne. Le contrepoids légal, c'est le Parlement. Il a cessé de le faire. Donc, il faut que quelqu'un le fasse pour l'intérêt de la démocratie. C'est à la société civile de le faire. La société civile doit se constituer en groupe de pression pour influencer les décisions politiques, surtout les politiques publiques. Mais regardez, on produit du pétrole. Mais on est toujours parmi les 3 derniers en termes d'indice de développement humain. Mais le pétrole a apporté quoi dans notre pays? Ce sont ces questions-là, dans le cadre de la construction de la citoyenneté, nous expliquons cela aux citoyens. Et nous attirons l'attention des citoyens, nous leur rappelons qu'ils sont les seuls souverains
et qu'ils ont délégué le pouvoir et qu'il leur appartient d'exercer leur souveraineté pour leur intérêt. Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème la démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques. Nous retenons que la démocratie, c'est donc le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, une formule très célèbre d'Abraham Lincoln. La démocratie exige beaucoup de valeurs telles que la question de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, pas de discrimination, mais plutôt la promotion de la justice sociale, la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté sur tous les plans en ce qui concerne les droits des citoyens. Nous avons donc plusieurs valeurs qui sont à ce niveau défendues par ceux qui font la promotion de la démocratie. Nous étions donc en compagnie de Mahaman Bachar. Il est juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Elhaji Diabdou, acteur de la société civile nigérienne, et Abdoulaye Seydou. Il est également acteur de la société civile nigérienne, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD, et coordonnateur du mouvement M62. À la modération de ce forum de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Seini et Issa Lawali. Merci donc à vous de nous avoir suivis à travers nos 52 radios et nos 7 télévisions partenaires du studio Kalangu qui diffusent donc ce forum dans les 8 régions du pays. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.